Bonsoir, je suis Blabès Nerimen, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialité stratégie des médias et des enjeux de la communication dans les espaces publics. Inch'Allah, on va être ensemble pour étudier ce module, l'éthique des médias et législation. Depuis l'invention de l'imprimerie, les médias de masse ont acquis une place stratégique dans la formation des opinions publiques sur les questions centrales des sociétés modernes. La nécessité de définir la relation entre les médias et la société, ainsi qu'entre eux et l'autorité, a conduit à la création de cadres réglementaires formels et informels incorporés dans un ensemble de textes juridiques et de codes de déontologie pour la profession des médias. Ces cadres varient en fonction de la diversité des modèles politiques et économiques internes et l'équilibre des pouvoirs qui leur est associé à changer avec l'évolution des systèmes mondiaux définissant le concept de liberté publique. Par conséquent, le module sur l'éthique et la législation des médias cherche à démêler les complexités professionnelles, politiques et socio-économiques qui existent entre les parties prenantes du processus médiatique, en clarifiant les cadres réglementaires de ces relations et en définissant la nature des responsabilités et des implications de l'exercice de l'un des droits fondamentaux de l'homme énoncés à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est le droit de s'exprimer, de communiquer et d'échanger librement des opinions avec autrui sans considération des frontières. Le module aborde également dans son contenu la contextualisation des limites réelles du concept de la liberté de la presse établi par la Révolution française, qui représente le modèle francophone de pratique médiatique, ainsi que la Constitution américaine qui est considérée comme une référence dans l'école anglo-saxonne. Cela se fait à travers l'explication et la clarification des différentes notions liées à la liberté dans leurs contextes locaux au sein des démocraties modernes, et en passant par les systèmes internationaux et régionaux relevant des Nations Unies. C'est pourquoi il est l'un des modules pédagogiques importants nécessaires pour les diplômés des départements de communication, ainsi que pour les professionnels des médias dans leur vie professionnelle. Non seulement il vise à définir les domaines des droits et des devoirs, mais aussi à comprendre la philosophie de la pratique médiatique à partir du concept de la liberté d'expression. L'étude de la législation des médias revêt une importance primordiale dans les études en communication en raison de l'essor de la place et du rôle des médias et de la communication dans la vie des individus et des sociétés, notamment après la révolution numérique qui a fait de l'information le pilier des sociétés modernes. Ainsi, aucun programme d'études en communication et en médias dans les universités ne peut se passer de modules abordant le cadre juridique et éthique professionnel de la diffusion de l'information. Cela permet aux étudiants, en particulier ceux qui envisagent de travailler dans le domaine des médias, de travailler dans le cadre légal établi par les autorités compétentes de l'État pour garantir l'équilibre entre leurs droits et leurs devoirs, conformément aux exigences des politiques médiatiques locales et internationales. C'est dans ce contexte que se situe le module de la législation des médias, qui selon les experts se réfère à la réglementation juridique de la diffusion de l'information dans l'espace public. Elle englobe
l'ensemble des règles juridiques régissant l'activité médiatique, ses moyens et toutes ses formes, qu'il s'agisse de la presse écrite, audiovisuelle, électronique, etc. Ces règles définissent les principes régissant l'activité médiatique. Nous visons à travers l'enseignement du module sur l'éthique et la législation des médias, examiner les facteurs technologiques, professionnels, politiques, culturels et sociaux qui ont conduit à l'établissement de législation juridique et éthique pour la profession des médias et à son orientation vers la régulation et l'encadrement. Faire le lien entre la nature des systèmes politiques, la législation des médias et leur rôle dans la formulation des politiques médiatiques. Mettre en évidence les caractéristiques essentielles de la législation médiatique dans les démocraties modernes. Étudier les différentes intersections du journalisme avec les différentes lois et législations internationales, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés publiques énoncées dans les conventions internationales, ainsi que les interférences possibles entre l'exercice des libertés et la commission de certains crimes liés à la publication et à la publicité, tels qu'énoncés dans les dispositions du Code pénal. Examiner l'importance de la conscience professionnelle dans les médias, sa place dans la pratique professionnelle et sa relation avec les lois qui la régissent. Comprendre le concept du droit à l'information et du droit à la communication au sein des droits fondamentaux de l'homme et son évolution dans les conventions internationales et la pratique médiatique, en particulier dans le contexte des technologies modernes de l'information et de la communication. Nous visons à travers notre enseignement du module sur l'éthique et la législation des médias à familiariser l'étudiant avec la liberté de la presse et le cadre législatif et réglementaire qui l'entoure. Ce cours s'adresse spécifiquement aux étudiants en journalisme numérique afin qu'ils acquièrent une base de connaissances sur la législation des médias, ses contenus et les moyens d'en tirer parti dans les années à venir, en vue de s'orienter vers la pratique des médias. Il est prévu que l'étudiant maîtrise le module d'introduction aux médias. L'objectif général du module. À la fin de son étude de ce cours, l'étudiant devrait être capable de connaître et de comprendre les différentes bases théoriques et réalistes de la profession des médias. Nous nous concentrerons dans ce cours sur la liberté de l'information en tant qu'introduction générale au cours, en raison de son importance, de sorte que les législations peuvent être divisées en fonction des niveaux de liberté accordés à la presse et aux médias. Notre cours contient les objectifs suivants. Permettre à l'étudiant de distinguer les différentes notions liées à la liberté d'information, familiariser l'étudiant avec le concept de liberté de la presse et de l'information, différencier la liberté d'information des autres libertés et expliquer la relation entre la liberté d'information et les droits de l'homme. Donc, l'idée de ce cours se résume à simplifier les concepts initiaux et fondamentaux de la liberté de l'information. Nous découvrirons la liberté de l'information à travers les éléments suivants. Le concept de liberté de l'information,
l'émergence de la liberté de l'information et les étapes du développement de la liberté de l'information. La recherche sur la question de la liberté se renouvelle à mesure que la vie humaine évolue et que la science progresse fondée sur le principe de déterminisme. En effet, plus la science avance dans un domaine lié à l'activité humaine et à l'initiative individuelle, plus l'homme craint que de nouvelles découvertes ne donnent à certains le moyen de contrôler la volonté des autres. Face à cela, l'homme est constamment en quête de liberté, que ce soit dans l'expression, la religion, la politique, l'économie ou la société. Cette liberté sur laquelle il est presque impossible de trouver une définition unique, variée d'un cadre intellectuel et philosophique à un autre. La liberté, pour certains, est l'expérience de la possibilité dans le sens matériel, c'est-à-dire la capacité d'accomplir une action désirée, et dans le sens juridique, c'est-à-dire la permission de le faire sans subir de sanctions s'il fait ce qu'il souhaite. Et pour certains, cela signifiait dépasser toute contrainte, externe ou interne. C'est la valeur constante de la personne de pouvoir se mouvoir sans entrave ni condition. Elle est totalement opposée au déterminisme qui signifie que l'action humaine est soumise à une condition qui explique son occurrence selon le principe de cause à effet. Nous avons lu à propos de la tentative des Mu'tazila de la prouver par le biais de la sensation, en disant la sensation de liberté est suffisante pour prouver son existence. Descartes considérait également la liberté comme un état émotionnel et qu'elle se réalise sans preuve parce que c'est l'une des caractéristiques du moi du poète, et certains d'entre eux la considéraient comme la base de l'existence humaine, comme Maine de Biran, qui voyait dans l'effort musculaire ou intellectuel de l'homme la preuve que sa volonté est libre, est capable d'influencer son corps et de résister à sa douleur. Bergson a considéré que la liberté est l'une des évidences sensorielles que nous percevons par intuition, mais ces arguments n'ont pas convaincu le psychologue comportementaliste américain John Watson et l'Autrichien Freud. Dans cette perspective, le premier sous l'influence de la tendance scientifique qui a prévalu au XVIIIe et XIXe siècle, considère que nos actions sont soumises à un type de stimuli et que nous pouvons prédire le comportement individuel ultérieurement si nous identifions ces causes. En revanche, Freud voit que l'homme est soumis dans son comportement à des motivations inconscientes qui dirigent son comportement. Francis Fukuyama, quant à lui, considère que le développement de la liberté est le moteur principal de l'histoire. Maintenant, on va parler sur les divisions des libertés publiques. La liberté individuelle fait référence au droit et à la capacité de chaque personne à exercer sa volonté, à prendre des décisions et à agir selon ses propres choix et convictions, dans la mesure où cela n'empiète pas sur les droits et les libertés des autres individus. Elle englobe des aspects tels que la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de mouvement et la liberté de mener une vie privée, sans ingérence excessive. La liberté individuelle est considérée comme un principe fondamental dans les sociétés démocratiques et généralement protégée par des lois
et des droits de l'homme. Qu'est-ce que la liberté sociale et économique? Donc, la liberté sociale et économique fait référence aux droits des individus et de la société à participer pleinement à la vie sociale et économique, sans restriction injustifiée. La liberté sociale concerne les droits des individus à s'exprimer et à participer à la vie publique, y compris la liberté d'association, d'organisation et d'expression politique. Quant à la liberté économique, elle concerne les droits des individus et de la société à choisir et à exercer des activités économiques, y compris la liberté de propriété, la liberté de commerce, la liberté de travail et la liberté de participation au système économique. La liberté sociale et économique est l'un des fondements des sociétés démocratiques et des sociétés fondées sur l'économie de marché, où l'individu est valorisé pour ses droits et libertés de participer à la vie sociale et économique en toute liberté et égalité. Garantir la liberté sociale et économique est la responsabilité de l'État pour assurer l'égalité. La justice sociale est fournir des opportunités de développement et de bien-être pour tous les membres de la société. La liberté des soins de santé inclut le droit de recevoir des soins médicaux appropriés, des mesures préventives, des diagnostics et des traitements, y compris la liberté de choisir parmi les prestataires de soins de santé et les établissements de santé. La protection de la liberté des soins de santé est un élément essentiel des droits de l'homme, où les services de santé doivent être accessibles, appropriés, et les États et les systèmes de santé doivent fournir une infrastructure adéquate et un accès équitable aux services de santé pour tous les individus de la société. Dans le dernier point, on va parler de la liberté politique et le droit des citoyens à exprimer leur opinion et à participer au processus politique sans subir de répression ou de discrimination. Elle englobe des droits tels que la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de vote. La liberté d'opinion et d'expression est garantie dans les systèmes démocratiques en protégeant les droits des individus à exprimer leurs opinions librement et sans crainte de représailles ou de sanctions. La liberté politique est l'un des droits fondamentaux de l'homme, permettant aux individus de participer à la prise de décisions politiques et d'avoir un impact sur celles-ci. Elle comprend également le droit des citoyens de former et de rejoindre des partis politiques, de former des associations politiques, de participer au gouvernement et de prendre des décisions politiques qui affectent leur vie. L'importance de la liberté politique réside dans la promotion de la participation populaire, de la diversité politique et de la garantie de l'état de droit et des droits de l'homme. La liberté politique est l'un des fondements de la démocratie, favorisant la transparence, la responsabilité et la justice dans les sociétés politiques. Philosophiquement, la liberté d'expression et la liberté de la presse sont la conséquence naturelle de la liberté de croyance. Mais qu'est-ce que la liberté de croyance? Comme étant le premier droit individuel après le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression est essentiellement le droit sur lequel est fondée la civilisation humaine. Le droit à l'expression et à l'opinion est le droit de penser et de communication. C'est la liberté de penser et de croire en ce que nous considérons comme la vérité. C'est la liberté qui nous permet d'adopter des opinions que nous estimons fausses. La liberté de croyance est la première des libertés
car elle définit toutes les autres libertés. La vérité sur la liberté d'expression est que la pensée ne peut être totalement libre que si nous pouvons exprimer et partager nos opinions avec les autres. Ainsi, la liberté de penser est donc la liberté de s'exprimer verbalement. La liberté d'expression ne se limite pas à son impact sur le seul porteur de l'opinion, mais elle s'étend également aux autres et à la société. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce droit inclut la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, quelle que soit la frontière politique, par quelque moyen que ce soit. La liberté de la presse est considérée comme l'un des principaux piliers de la liberté d'expression, jouant un rôle essentiel dans la société. Le développement de l'opinion publique, la croissance des idées nouvelles et le renforcement des fondements de la démocratie. Elle fournit au lecteur des opinions et des idées préparées qui sont captées par le public et deviennent ainsi une tendance générale au sein de la société. Les législations diverses ont appelé à garantir la liberté de la presse. C'est pourquoi la liberté de la presse est considérée comme une forme supérieure d'exercice de liberté d'expression en raison de sa large diffusion et de son impact populaire. Le terme presse aux médias désigne ici toutes les formes de communication verbale, auditive, écrite, visuelle, ainsi que le dessin et l'expression symbolique entre les individus par le biais des journaux, des magazines, des livres et d'autres publications imprimées, ainsi que la radio, la télévision, le cinéma, le théâtre et l'Internet. Ensuite, la liberté d'expression dans les pays démocratiques, dont les constitutions garantissent la liberté de la presse, de l'imprimerie et de la publication, vise à protéger le droit des individus de la société à exprimer leur opinion dans le but de protéger l'intérêt public ainsi que les intérêts privés. Et cela est réalisé à travers la liberté d'opinion. Maintenant, on va parler sur un point essentiel, l'émergence de la liberté d'information. Les débuts du concept moderne de liberté d'opinion et d'expression remontent au Moyen Âge au Royaume-Uni après la Révolution qui a renversé le roi Jacques II d'Angleterre en 1688 et installé le roi Guillaume III d'Angleterre et la reine Marie II sur le trône. Un an plus tard, le Parlement britannique a adopté la loi sur liberté d'expression au Parlement. Après des décennies de conflits en France, les droits de l'homme et du citoyen ont été proclamés en 1789 à la suite de la Révolution française qui stipulait que la liberté d'opinion et d'expression était une partie essentielle des droits du citoyen. Il y a eu des tentatives aux États-Unis pendant la même période pour faire de la liberté d'opinion et d'expression un droit fondamental, mais les États-Unis n'ont pas réussi à mettre en œuvre ce qui a été stipulé dans leur constitution de 1776 et 1778 en matière de liberté d'opinion et d'expression. Cette disposition a été supprimée en 1798 et s'opposer au gouvernement fédéral était considéré comme un crime punissable par la loi, sans égalité des droits de liberté d'expression entre les Noirs et les Blancs. Le philosophe John Stuart Mill est considéré comme l'un des premiers à revendiquer la liberté d'expression.
de tout point de vue. Même si ce point de vue est considéré comme immoral par certains, il a déclaré si tous les êtres humains avaient la même opinion et qu'il n'avait qu'une seule personne ayant une opinion contraire, faire taire cette seule personne ne serait pas différent de faire taire tous les êtres humains si elle en avait le pouvoir. En ce qui concerne la liberté d'expression, Mill considérait qu'il devrait exister un espace ample pour l'expression des idées et l'échange d'opinions. Même si elles contredisent l'opinion dominante, il a souligné l'importance du débat public et de la discussion ouverte dans le développement des sociétés, en évitant l'enfermement et les blocages intellectuels. John Stuart Mill est considéré comme l'un des pionniers de la philosophie des droits de l'homme et des libertés individuelles. Et de nombreuses législations et mouvements sociaux ont été influencés par ses idées. Ses contributions dans le domaine de la liberté d'expression et des droits individuels sont parmi ses héritages philosophiques les plus importants. En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui comprenait le droit de chacun de jouir de la liberté d'opinion et d'expression. Et en 1966, a adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reflète les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 19 affirme le droit de chacun d'avoir ses opinions sans ingérence, de les exprimer et de les communiquer à autrui, sans considération de frontières, par les moyens de son choix. La Charte européenne des droits de l'homme a affirmé en 1950 la liberté d'opinion et d'expression, tout comme la Charte américaine des droits de l'homme en 1969 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1979. De plus, la Charte arabe des droits de l'homme a été adoptée lors du 6e sommet arabe en 2004. En 1978, l'UNESCO a adopté dans sa déclaration sur les principes fondamentaux relatifs à la contribution des médias, au maintien de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme, à la lutte contre le racisme, l'apartheid, l'incitation à la guerre et à la liberté d'opinion et d'expression. En 1995, un groupe de spécialistes du droit international et des droits de l'homme a adopté les principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d'expression et l'accès à l'information. Donc, les principes de Johannesburg font référence aux principes et lignes directrices adoptées lors de la réunion de Johannesburg sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, qui s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 1995. Ces principes visent à promouvoir et à protéger la liberté d'expression et l'accès à l'information dans les sociétés démocratiques. Ils fournissent un cadre important pour la protection des droits de l'homme, liés à l'expression et à l'accès à l'information, et incluent des principes tels que la diversité culturelle, le droit du public à l'accès à l'information, la transparence, le droit des journalistes à protéger leurs sources et le droit d'accès aux informations publiques. Tout au long de l'histoire humaine, le concept de liberté d'opinion et d'expression a conservé une place importante parmi les écrivains et les philosophes, et l'intérêt pour la liberté d'opinion et d'expression ne s'est pas limité aux opinions des philosophes et des penseurs, mais les conventions internationales sont venues reconnaître ce droit.
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de penser librement, de changer d'opinion et de manifester ses opinions, tant oralement que par écrit, en choisissant n'importe quel moyen d'expression, sans être soumise à des pressions ni à des limites. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre ce droit et, bien que le droit à la liberté d'opinion et d'expression, il peut être soumis à certaines restrictions qui doivent être prévues dans les textes législatifs. Le Pacte africain des droits de l'homme et des peuples, adopté en 1981, accorde également une attention particulière à la liberté d'opinion et d'expression. L'article 9 de ce pacte stipule que toute personne a le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions conformément aux lois. L'article 23 du projet de la Charte arabe des droits de l'homme stipule que les individus de toutes les religions ont le droit d'exprimer leurs idées par le biais de culte, de la pratique ou de l'enseignement sans porter atteinte aux droits d'autrui. Et aucune restriction ne peut être imposée à la liberté de croyance, de pensée et d'opinion, sauf ce que la loi prévoit. Maintenant, on va parler sur le dernier titre, les étapes du développement de la liberté d'information. Le premier point, basé sur la liberté d'expression dans les temps anciens. À cette époque, la liberté d'expression différait considérablement de la compréhension actuelle de ce concept. Dans les temps anciens, il y avait de nombreuses restrictions à la liberté d'expression et la capacité à s'exprimer et à exprimer son opinion était limitée en raison de la domination politique, sociale et culturelle. Par exemple, dans certains systèmes anciens, l'opinion et l'expression étaient soumises à une stricte censure et à des sanctions sévères en cas d'expression d'opinion contraire au pouvoir ou au régime en place. Dans les temps anciens, la liberté d'expression était influencée par les facteurs politiques, sociaux et culturels dominants, et elle ne bénéficiait pas de la même protection et du même respect que dans les temps modernes. On va passer en deuxième étape sur la liberté d'expression dans le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la liberté d'expression était soumise à de nombreuses restrictions et contrôles. L'Église jouait un rôle central dans la société médiévale et exerçait un pouvoir important sur les questions religieuses et intellectuelles. Les critiques de l'Église ou des enseignants religieux étaient souvent réprimés et considérés comme hérétiques, ce qui pouvait entraîner des sanctions sévères, voire la mort. De plus, les autorités politiques et les seigneurs féodaux exerçaient un contrôle strict sur l'expression publique et surveillaient de près les activités intellectuelles. Les idées subversives aux critiques envers le pouvoir étaient souvent réprimées et la censure était courante pour maintenir la stabilité et le contrôle social. Il convient également de noter que l'accès à l'éducation et l'écriture était limité à une élite restreinte, tels que les membres du clergé et de la noblesse. Cela signifiait que la majorité de la population médiévale n'avait pas les moyens ou les opportunités de s'exprimer publiquement. Cependant, malgré ces restrictions, certaines formes d'expression ont émergé pendant le Moyen Âge, notamment la littérature courtoise,
les débats philosophiques dans les universités et les discussions dans les cercles intellectuels restreints. Maintenant, on va passer et parler à la liberté d'expression à l'époque de la Renaissance. Fait référence au concept de la liberté d'expression pendant la période de la Renaissance, qui s'attendait approximativement du XIVe ou XVIIe siècle en Europe. La Renaissance était une période de développement culturel, artistique et scientifique, qui a vu l'émergence de nouvelles idées et une libération intellectuelle. Pendant la Renaissance, l'idée de liberté individuelle et d'illumination s'est développée, contribuant ainsi à renforcer la liberté d'expression. Les idées philosophiques, scientifiques et littéraires ont prospéré et les débats publics et les dialogues ouverts ont été encouragés. Les arts et la littérature ont connu une évolution significative avec l'avènement de l'imprimerie et la diffusion des livres, facilitant la division des idées et l'accès au savoir. Cependant, il convient de noter que la liberté d'expression pendant la Renaissance était soumise à certaines restrictions et réserves. L'Église jouait toujours un rôle important dans la société et exerçait son autorité sur les questions religieuses et intellectuelles. Un équilibre devait être trouvé entre les nouvelles idées et les enseignements religieux chrétiens, ce qui a parfois entraîné des tensions et des limitations de la liberté d'expression. Néanmoins, il est possible de dire que la période de la Renaissance a largement contribué à renforcer la liberté d'expression et à élargir le dialogue intellectuel. Il est important de comprendre que le concept moderne de la liberté d'expression n'était pas encore pleinement développée à cette époque, mais elle a jeté les bases des développements ultérieurs dans ce domaine. Maintenant, on va passer à la liberté d'expression à l'époque moderne. Fait référence au concept de la liberté d'expression pendant la période qui a suivi la Renaissance, allant du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Cette période est caractérisée par d'importants changements politiques, sociaux, économiques et culturels, notamment les Lumières, la Révolution française, les mouvements de la libération nationale et les progrès industriels. Pendant l'époque moderne, l'idée de liberté d'expression s'est renforcée et a été promue par les penseurs et les philosophes des Lumières. Des idées telles que la tolérance, la liberté de penser, la critique politique et religieuse ont gagné en importance. Les mouvements révolutionnaires tels que la Révolution française ont revendiqué la liberté d'expression comme l'un des droits fondamentaux de l'individu. Cependant, malgré les avancées en matière de liberté d'expression, des restrictions et des censures persistaient dans de nombreux pays. Les gouvernements et les autorités exerçaient souvent un contrôle sur les médias, limitant la diffusion de certaines idées critiques aux informations sensibles. Les lois sur la diffamation et la sédition étaient courantes, permettant au gouvernement de réprimer la critique et la dissidence. Néanmoins, l'époque moderne a posé les bases pour une reconnaissance croissante de la liberté d'expression en tant que droit fondamental. Les idées de liberté d'opinion, de presse libre et d'échange d'idées ont progressivement gagné du terrain, contribuant à l'évolution des sociétés démocratiques et à la garantie des droits individuels. Il est important de noter que la conception et l'application de la liberté d'expression ont évolué au fil du temps et différent d'un pays à l'autre.
La liberté d'expression est un principe fondamental qui continue d'être débattu et protégé dans les sociétés contemporaines. Cette dernière se réfère au concept de la liberté d'expression pendant la période qui a suivi le Moyen Âge et s'est étendue jusqu'à nos jours. Et cette période a connu une évolution significative dans les domaines politiques, sociaux, culturels et technologiques, ce qui a eu un impact majeur sur la liberté d'expression. Par contre, dans l'époque moderne et contemporaine, les notions de liberté d'expression ont évolué et se sont renforcées. La liberté d'exprimer des opinions, des idées et des croyances est devenue plus acceptée et respectée. De nombreux droits et libertés liées à la liberté d'expression ont émergé, tels que la liberté de la presse, le droit d'accès à l'information et le droit de participation politique. Avec le développement des moyens de communication et de la technologie, les opportunités des médias et de communication pour exprimer des idées et diffuser des informations ont également augmenté. De nouveaux médias tels que l'Internet et les réseaux sociaux ont émergé, devenant des plateformes importantes pour l'échange d'idées et de perspectives. Cependant, malgré les progrès réalisés dans le domaine de liberté d'expression, il existe encore des défis et des restrictions. Les lois et législations varient d'un pays à l'autre et d'une société à l'autre, et des restrictions peuvent être imposées à la liberté d'expression dans certaines circonstances, telles que l'incitation à la violence, la discrimination ou la haine. Au fil du temps, la reconnaissance de l'importance de la liberté d'expression en tant que droit fondamental pour les individus s'est accrue au sein de la communauté internationale. Il existe de nombreux documents internationaux et accords qui protègent et renforcent la liberté d'expression, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et de nombreux accords régionaux et nationaux. En résumé, la liberté d'expression, à l'époque moderne et contemporaine, est un droit fondamental garantissant aux individus la liberté d'exprimer leurs opinions, leurs idées et leurs croyances. Elle est liée au développement de la société, de la technologie et des lois locales et internationales. À l'instant, on va résumer le cours. La liberté d'information est un principe qui garantit le droit des individus d'accès à l'information détenue par les gouvernements, les organisations et les entités privées. Il s'agit d'un pilier fondamental de la liberté d'expression. Il joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie. Le concept de liberté d'information trouve ses origines dans le mouvement des Lumières du XVIIIe siècle, qui a mis l'accent sur la nécessité de limiter le pouvoir des gouvernements et d'accorder aux citoyens le droit de savoir. Au fil du temps, le concept s'est développé et a été reconnu comme un droit fondamental dans de nombreux pays. La liberté d'information permet aux individus de chercher, de recevoir et de diffuser des informations sans ingérence ou restrictions excessives. Elle englobe des droits tels que l'accès aux documents gouvernementaux, la protection des sources journalistiques et le droit à la confidentialité de l'information personnelle. Au niveau international, la liberté d'information est protégée par des instruments juridiques, tels que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De nombreux pays ont également adopté des lois nationales spécifiques pour garantir et promouvoir ce droit. Le développement de la liberté d'information a été marqué par des luttes constantes pour l'accès à l'information, en particulier dans les pays où la transparence gouvernementale est limitée ou réprimée.
les journalistes, les activistes et les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la promotion de la liberté d'information, en enquêtant sur les abus de pouvoir, en rendant compte de manière indépendante et en faisant pression pour des réformes. Cependant, malgré les progrès réalisés, de nombreux défis subsistent. Certains gouvernements restreignent encore l'accès à l'information en utilisant des lois sur la sécurité nationale ou la diffamation pour museler les voix dissidentes. Les avancées technologiques ont également introduit de nouveaux défis tels que la désinformation et la surveillance en ligne qui menacent la libre circulation de l'information. En résumé, la liberté d'information est un droit fondamental qui garantit l'accès à l'information. Il joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence et de la démocratie. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir ce droit à l'échelle mondiale. Merci et au prochain cours, Inch'Allah.